La diversification et la protection contre l'ignorance, mais cela a moins de sens si l'on sait ce qu'on fait. Cette citation de Warren Buffett illustre parfaitement le thème de la vidéo du jour. Vous avez construit un portefeuille avec 15, 30 ou même 100 actions. Pourtant, vous vous demandez toujours, est-ce suffisant? Trop? Et si j'avais fait fausse route? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'investisseurs se perdent dans le chiffre. Plus j'ai d'actions, plus je suis à l'abri. Est-ce vraiment le cas? Et aujourd'hui, je vous propose de traiter ce sujet. Bonjour à tous, c'est Sébastien, conseiller en investissement financier et directeur des opérations de Value Investing Screener, dit VIS pour les intimes. Et pour rappel, VIS est un outil qui vous permet justement de filtrer le marché, de sélectionner ces actions dont on va parler, même si on va parler de construction de portefeuille, et de dénicher de manière très simple et rapide des milliers d'opportunités d'investissement sur mesure. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, analyser rapidement une entreprise connue ou alors filtrer avec précision certaines entreprises pour dénicher justement celles qui auront la plus forte croissance, une excellente rentabilité ou même des dividendes impressionnants sur certains marchés émergents. D'ailleurs, si vous voulez tester le logiciel, j'ai glissé un lien et un petit code promo dans la description. Il s'appelle Sébastien, libre à vous d'aller l'utiliser. Aujourd'hui, nous répondons à la question: combien d'actions dois-je posséder pour optimiser ma diversification et finalement booster ma rentabilité? Au programme, plusieurs choses, des notions basiques comme le risque systémique, le risque spécifique, le parcours de Warren Buffett, nous allons en parler et nous allons également étudier son portefeuille, et des résultats d'études académiques qui pourraient évidemment remettre en cause tous ces principes. Enfin, à la fin de la vidéo, je vous dévoilerai ma checklist ultime, secrète, à appliquer pas à pas pour évidemment calibrer votre portefeuille selon votre profil d'investisseur et vos besoins. Restez donc jusqu'au bout, installez-vous confortablement puisque vous repartirez avec une méthode concrète pour isoler le nombre d'actions idéales et ainsi booster votre confiance en vos choix. Avant de décider du nombre d'actions à détenir, il est crucial de comprendre ce que vous cherchez vraiment à protéger. Nous allons voir comment, dans cette première partie, la diversification agit comme un bouclier contre certains risques, identifier ce que l'on peut réduire et bien évidemment ce qu'on ne peut pas pour mieux calibrer votre portefeuille. Donc, avant de se demander combien d'actions il faut détenir en portefeuille, encore faut-il comprendre ce que la diversification cherche réellement à protéger. Imaginez ceci. Imaginez un portefeuille comme un puzzle. Ajoutez des pièces d'intérêt que si elles sont différentes, vous me l'accorderez. Eh bien, une vraie diversification, ce n'est pas accumuler des lignes en bourse, c'est construire une structure équilibrée, composée d'entreprises aux activités variées, exposées à des secteurs et à des zones géographiques différentes. Prenons un exemple. Un investisseur détient 15 entreprises, mais toutes sont spécialisées dans la fabrication de moteurs diesel. Si demain la voiture électrique prend le dessus sur le diesel, la chute est inévitable, peu importe le nombre d'entreprises détenues. Dans ce cas, le portefeuille ressemble plus à un château de cartes qu'à un rempart. Il est fragile, vulnérable à un choc qu'on appelle sectoriel. Deux types de risques sont donc à bien distinguer. Déjà, la diversification, il faut le savoir, son objectif principal, c'est réduire le risque spécifique. Mais qu'est-ce que le risque spécifique? Le risque spécifique, c'est celui qui touche une entreprise en particulier. Une fraude, une erreur stratégique, une crise de gouvernance. En diversifiant, on s'assure finalement qu'une seule mauvaise entreprise ne vienne pas ruiner l'ensemble du portefeuille. Concrètement, si l'on détient 30 actions et que l'une fait faillite, cela représente environ 3,3% de pertes. Avec 20 actions, 5%. Avec une seule, c'est 100% de votre capital qui sera envolé. En revanche, il y a un autre type de risque qu'aucune diversification ne peut éliminer, et c'est ce qu'on appelle le risque systématique. C'est le risque qui va concerner l'ensemble du marché et de la macroéconomie. Crise économique, guerre, pandémie, krach global. Dans ces cas-là, même les entreprises les plus solides peuvent chuter. C'est un peu comme une marée descendante. Tous les bateaux baissent, même ceux qui sont bien construits. Et il faut également savoir que derrière la diversification et tout ce processus, il y a un objectif qui est caché, puisque diversifier, ce n'est pas seulement réduire les mauvaises surprises, c'est aussi augmenter les chances de succès. Mais vous allez demander pourquoi? Parce qu'il est impossible de savoir à l'avance quelles seront les grandes gagnantes des prochaines années. Les grandes perdantes aussi, je vous l'accorde. Donc, multiplier les expositions, c'est aussi multiplier les occasions de tomber sur une entreprise qui surperforme. Mais ça soulève une autre question: où s'arrête la diversification utile? Et c'est ce à quoi on va répondre ensemble. La diversification, va s'arrêter pour plusieurs choses, puisque détenir des dizaines d'actions sans lien entre elles, sans compréhension, sans logique, devient vite contre-productif. En résumé,
Diversifier permet de limiter l'impact d'un échec isolé. Cela augmente les chances de détenir une pépite, mais cela ne protège pas des crises globales. Et au-delà d'un certain seuil, on finit par diluer la performance et perdre en lisibilité. Alors, faut-il donc posséder 10, 30 ou 100 actions? Existe-t-il un chiffre magique? Je vous demande encore un peu de patience, puisqu'avant de répondre, on va jeter un œil à un cas qui est bien précis, bien réel, celui bien du plus grand de tous les investisseurs, Warren Buffett. Si quelqu'un incarne la réflexion sur le nombre idéal d'actions à détenir, c'est bien évidemment Warren Buffett. Et pour comprendre son approche actuelle, il faut revenir au tout début. L'histoire commence en 1941, Buffett a 11 ans. Il investit 115 dollars, soit uniquement tout ce qu'il possède, dans 3 actions privilégiées de Cities Service. Une somme dérisoire aujourd'hui, mais un geste immense à l'époque, surtout pour un enfant. C'était sa première leçon de concentration, peu d'argent, mais une conviction qui est forte. Quelques années plus tard, à 19 ans, un livre va véritablement transformer sa vision de l'investissement, The Intelligent Investor de Benjamin Graham. C'est une révélation. Buffett décide alors de se former sérieusement à l'analyse financière, notamment à l'université Columbia. Et là encore, son modèle est clair. Graham gérait une société d'investissement avec plus de 100 positions. Mais Buffett, lui, fait un choix totalement différent de son mentor. Plutôt que de se disperser, il construit un portefeuille resserré autour de 7 entreprises, avec un poids très important sur ses meilleures idées. En 1962, Warren Buffett franchit un cap. Il devient millionnaire et lance le Buffett Partnership Limited. Son style est désormais affirmé. Il ne cherche pas à tout acheter, il sélectionne avec soin. Dans ses lettres d'ailleurs aux partenaires, il évoque 5 à 6 positions majeures, accompagnées de quelques participations qui, elles, resteront secondaires. Quel était son credo? Mieux vaut très bien connaître quelques entreprises que survoler des dizaines de dossiers. Il applique alors une stratégie de concentration rigoureuse et les résultats, eux, parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, qu'en est-il du portefeuille de Warren Buffett, surtout via sa société Berkshire Hathaway? Je vous propose de regarder ce que je me trouve ici sur le site du CNBC, où vous pouvez avoir la position. Et quand on classe par poids de portefeuille, on voit qu'il y a toujours quelques lignes qui sont très concentrées. 21,2% sur Apple, 15,9 sur American Express, 10% sur Coca, 10 sur Bank of America, Chevron 6,3, Occidental Petroleum, d'ailleurs un dossier récent de 4,4 et Moody's 4,2. Donc on le voit ici, qu'est-ce qu'on observe? Déjà que le portefeuille est conséquent, puisqu'on le voit, il y a plus d'une cinquantaine d'entreprises qui sont dedans, mais également il y a des dizaines d'entreprises d'un côté et que vous ne pouvez pas voir ici à l'œil nu, puisque j'ai fait quelques recherches. Et pourtant, l'essentiel de la valeur, elle est concentrée sur 5 à 10 lignes majeures. Donc, ce que je vous ai montré. Apple, American Express, Coca, etc. Et par exemple, pendant plusieurs années, Apple représentait, pour avoir fait des recherches, plus de 40% du portefeuille. Alors, on peut se demander, mais à quoi il joue? Est-ce une contradiction? Pas du tout. Buffett l'a expliqué lui-même lors d'une assemblée générale. Je cite: Nous sommes devenus trop gros pour appliquer la stratégie que je préfère. En clair, ça veut dire gérer plusieurs centaines de milliards avec des milliers d'actionnaires impose de se diversifier davantage. Et on ne peut pas lui donner tort. Il ne peut plus acheter uniquement des petites entreprises sous-évaluées. Il doit se contenter d'options plus larges, souvent moins rentables, mais plus sûres à grande échelle. Mais alors, vous dans cette histoire, contrairement à Buffett, vous n'êtes pas à la tête d'un empire coté en bourse. Vous n'avez pas besoin de rendre des comptes à des milliers d'actionnaires, même si je vous le souhaite un jour dans votre vie. Et surtout, vous pouvez encore vous concentrer sur des opportunités ciblées à taille humaine. Buffett a dû élargir ses positions. Vous avez encore la liberté de choisir. Et donc, encore une fois, on revient à cette question. Faut-il vraiment détenir 100 actions ou vaut-il mieux en avoir 15 très bien choisies? Pour y répondre, on va maintenant se tourner vers les chiffres et notamment une étude académique très connue de Robert Hagstrom. La question donc de cette étude semble simple. Existe-t-il un nombre idéal d'actions pour battre le marché? Robert Hagstrom, auteur du livre The Warren Buffett Way, s'est penché donc sur cette question et sa réponse va encore un peu plus vous déconcerter de simplicité. Il a comparé les performances de portefeuille composées de 15, 50, 100 ou même encore 250 actions. Et ce qu'il découvre, c'est que le rendement varie très peu d'un portefeuille à l'autre. Je vous affiche d'ailleurs le graphique à l'écran pour vous rendre un peu plus compte de cette étude. Et qu'est-ce qu'on observe? Entre 0,10 et 0,30% d'écart en moyenne seulement. Autrement dit,
Ajouter des dizaines d'actions n'améliore pas forcément énormément vos performances, mais là où la donne change radicalement, c'est sur un autre terrain, la volatilité. Moins d'actions égale plus de secousses. Un portefeuille de 15 actions, on l'a vu, présente une volatilité très élevée, un score de 2,27. A l'inverse, un portefeuille ultra diversifié de 250 actions tombe à 0,52. Plus de volatilité, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, des variations plus fortes, des hausses plus marquées, mais également des baisses bien plus violentes. Cela demande donc du sang-froid, de la discipline et une vraie conviction. Que faut-il donc retenir rapidement de cette étude? Eh bien, la grande leçon, c'est que le nombre d'actions n'est pas un facteur décisif pour la performance. Ce qui compte vraiment, c'est votre capacité à supporter la volatilité et à faire des choix cohérents avec votre profil investisseur. Un portefeuille avec 15 actions plus concentré, plus risqué, mais potentiellement plus performant. Un portefeuille avec 250 actions, au contraire, plus stable, proche d'un ETF ou d'un fonds indiciel, mais moins d'émotion, mais aussi moins de différenciation. Ce n'est pas une formule magique, c'est un équilibre. Et c'est là que tout se joue. Pour vraiment déterminer finalement le nombre d'actions adaptées à votre situation, encore faut-il savoir qui vous êtes vous-même en tant qu'investisseur. Et c'est ça le plus grand enseignement de cette vidéo. Et justement, dans notre dernière discussion, on va voir les 4 grands critères, selon moi, essentiels pour adapter votre niveau de diversification à votre profil. Je vous l'ai dit, il n'existe pas de formule magique, mais il existe des repères concrets. Et Warren Buffett lui-même l'a dit et lui nous a donné un excellent point de départ quand je vous ai d'ailleurs cité, la diversification est une protection contre l'ignorance. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Eh bien, plus vous savez ce que vous faites, moins vous avez besoin de vous disperser. Mais plus vous êtes dans le flou, plus la diversification devient alors votre filet de sécurité. Voici donc, selon moi, les 4 questions essentielles à vous poser pour déterminer votre nombre idéal d'actions en portefeuille. La première, c'est: êtes-vous capable d'identifier les meilleures opportunités? Warren Buffett l'a dit d'ailleurs sans détour. Ce n'est pas une provocation, mais un principe fondamental. En clair, plus vous maîtrisez l'analyse d'entreprise, moins vous avez besoin de vous diversifier. À l'inverse, plus vous avancez à l'aveugle, plus vous devez répartir vos risques. Parce que tous les investissements comportent des risques. Vous le savez, je vous l'ai rappelé d'ailleurs. Mais même les plus solides. Et si vous êtes capable d'analyser une entreprise en profondeur, c'est-à-dire son modèle économique, sa rentabilité, sa gouvernance, ses concurrents, sa valorisation, alors vous pouvez vous permettre de concentrer vos positions sur les opportunités qui vous semblent les plus prometteuses. Et c'est exactement ce que Warren Buffett dit et ce qu'il fait. Lorsqu'il identifie une entreprise d'exception, il n'hésite pas à surpondérer massivement. Apple représentait par exemple jusqu'à 50% des actions cotées de Berkshire Hathaway. Et pourquoi? Eh bien parce qu'à ses yeux, c'était une opportunité unique. Mais cette approche suppose une chose, être capable d'identifier ces entreprises exceptionnelles. Et bien évidemment, ça demande du temps, de l'expérience et une méthode. Si vous ne disposez pas de ces compétences, ou évidemment de ce temps d'analyse, il vaut mieux s'en remettre à des instruments diversifiés comme les ETF. Les ETF, eux, ils permettent d'investir facilement, donc sur plusieurs zones géographiques, Amérique du Nord, Europe, pays émergents, sur tous les secteurs, de la technologie à l'énergie, et sur différentes tailles d'entreprise, que ce soit small, mid ou large cap. C'est une manière simple d'avoir un portefeuille diversifié sans multiplier les analyses complexes. Mais vous pouvez également aller sur un portefeuille d'actions si vous maîtrisez tout ça. Puisque un portefeuille beaucoup plus concentré, de 10 ou 15 actions, même de 7, peut à long terme surperformer le marché si vous savez bien les identifier. Mais attention, petit disclaimer, 15 ou 20 actions ne suffisent pas toujours. Puisque même si vous détenez 20 actions, cela ne veut pas dire que vous êtes vraiment diversifié, même si elles sont toutes exceptionnelles. Puisque prenons un exemple. Il faut savoir qu'il existe 11 grands secteurs d'activité. 3 zones géographiques, donc Amérique du Nord, Europe, pays émergents. Si vous voulez une exposition équilibrée à chaque secteur dans chaque zone, cela vous fait déjà 33 lignes potentielles. Et ce, sans même tenir compte d'autres facteurs comme la capitalisation boursière. Le style d'investissement, donc valeur, croissance, dividende, puisque en théorie, pour une diversification maximale et en prenant en compte tous ces critères, il faudrait des centaines d'actions. Mais alors, Sébastien, vous allez me demander qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, vous pouvez adopter soit un portefeuille de 10, 15 actions très diversifiées sur différents secteurs avec justement des potentiels de croissance à long terme,
avec une valorisation attrayante, comme du small cap value que vous pouvez faire justement grâce au logiciel Value Investing Screener. Et vous pouvez aussi adopter une approche mixte, utiliser des ETF comme un socle diversifié pour couvrir l'ensemble du marché et construire autour un noyau concentré d'actions individuelles dans des secteurs que vous maîtrisez vraiment. Puisque si vous êtes jeune, curieux, même plus vieux ou déjà expert dans une industrie, que ce soit la tech, la santé et l'énergie, par votre travail ou votre passion, alors il peut être pertinent de se concentrer sur 10 à 30 actions que vous comprenez vraiment. C'est plus réaliste, plus efficace et souvent plus performant qu'un portefeuille tentaculaire que l'on ne suit pas ou alors un ETF, un portefeuille d'ETF ultra surdiversifié. La deuxième question qu'il faut se poser maintenant, c'est quel est le niveau du risque global? Je vais m'expliquer. Toutes les actions ne se valent pas en termes de risque. Investir par exemple dans une start-up endettée, dans une valeur très cyclique ou dans une entreprise mal gérée, ce n'est pas la même chose que placer son argent dans une société solide, rentable et bien capitalisée, vous me l'accorderez. Il faut donc analyser le risque de chaque position, mais aussi le risque global du portefeuille. Prenons un exemple. Détenir eh bien, 20 entreprises différentes dans un seul secteur, comme par exemple les semi-conducteurs, c'est comme avoir 20 fenêtres sur un même mur. Si la tempête frappe de ce côté, tout explose en même temps. De même, si votre portefeuille contient plusieurs entreprises très endettées ou alors exposées à un même risque macroéconomique, votre vulnérabilité est d'autant plus élevée. Plus le risque individuel et sectoriel est élevé, plus la diversification devient impérative. C'est un principe fondamental. La troisième question, c'est quelle est la taille de votre patrimoine par rapport à vos revenus? Je vais m'expliquer. Ce critère, il est souvent négligé et pourtant il est fondamental. La question à se poser n'est pas simplement combien ai-je ou vais-je investir, mais plutôt combien de temps me faudrait-il pour compenser une perte qui sera importante. Prenons deux cas. Imaginons que vous ayez un petit portefeuille avec de gros revenus. Vous débutez, vous avez investi 2000 euros et vous parvenez à épargner 1000 euros par mois. Si vous perdez tout, pas trop de panique puisque vous pouvez reconstituer votre capital en 2 mois. Dans ce cas, le besoin de diversification est quand même assez relatif. Une erreur, entre guillemets, va vous coûter peu. Vous pouvez vous permettre un peu plus de concentration, surtout si vous souhaitez apprendre. En deuxième cas, c'est le gros capital avec des revenus qui, eux, sont stables. Un autre scénario ici, vous avez accumulé 400 000 euros en portefeuille, une excellente somme, mais vous n'épargnez plus que 2 000 euros par mois. Une perte alors de 50% représente 200 000 euros, soit plus de 8 ans d'épargne. Dans ce cas, chaque faux pas va coûter très cher. La concentration n'est plus une stratégie agressive, c'est littéralement une mise en danger de votre portefeuille. Mais alors pourquoi c'est une relation essentielle? Parce que cette relation entre votre patrimoine et vos revenus détermine votre capacité à encaisser un choc. Plus votre capital représente des années d'efforts, plus vous devez le protéger, ce qui semble logique. Et la meilleure protection à ce stade, c'est une diversification bien pensée. Ce principe est encore plus vrai si vous êtes à l'approche de la retraite, si vous avez reçu un héritage important ou si vous n'avez plus de revenus professionnels significatifs. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que petit capital et gros revenus, la diversification est moins critique. Par contre, un gros capital de faible revenu, une faible croissance, la diversification devient la limite de l'indispensable selon, encore une fois, votre profil investisseur. Il ne s'agit pas seulement de savoir combien vous détenez, mais combien vous pouvez vous permettre de perdre sans tout remettre en cause. La dernière question à se poser dans tout ce processus-là, c'est avez-vous vraiment le temps d'analyser ce que vous détenez? On n'en parle pas assez, mais le temps disponible est l'un des facteurs les plus déterminants pour savoir combien d'actions vous pouvez raisonnablement suivre. Car posséder une action, ce n'est pas cocher une case, c'est suivre ses résultats trimestriels, lire ses communiqués, comprendre ses enjeux stratégiques, surveiller sa valorisation, ses marges, son endettement, son secteur, sa régulation. C'est un travail colossal. Par exemple, vous détenez, imaginons, 20 entreprises dans des secteurs que vous connaissez bien, vous suivez leurs résultats chaque trimestre, vous comprenez leur jargon, vous détectez les signaux d'alerte, ok, tout est parfait. Maintenant, imaginez que vous ayez 40 lignes, ça fait à minima 160 publications par an. Avec une seule heure d'analyse par publication, ça fait déjà plus de 3 semaines de travail à temps plein pour juste rester informé. À ce rythme, on peut dire que vous ne suivez plus vos entreprises, vous collectionnez seulement des noms. Votre portefeuille doit donc être à votre échelle. Si vous ne pouvez pas suivre ce que vous détenez, alors vous prenez des risques sans le savoir. Et c'est le pire des scénarios. Mieux vaut 10 entreprises bien comprises que 30 survolées. En bourse, il ne suffit pas d'acheter, il faut aussi pouvoir tenir.
Mais si vous voulez suivre également avec facilité plus d'actions, il y a des logiciels maintenant avec eh bien, une nouvelle solution software ou alors l'intelligence artificielle qui vous permettent justement d'automatiser ces processus d'analyse un peu plus rapidement. Comme par exemple Value Investing Screener qui vous permet justement d'analyser une entreprise et d'à minima savoir si elle mérite une attention ou non très rapidement grâce justement à toutes ces formules et avec un travail qui vous est mâché. Alors on arrive maintenant en fin de vidéo et pour conclure donc, répondons enfin à cette question, combien d'actions faut-il posséder en portefeuille? Eh bien, je suis désolé, mais il n'y a pas de chiffre magique. Je ne vais pas vous en lâcher un comme ça. Il n'y a pas de règle absolue et surtout pas de modèle unique qui fonctionnerait d'ailleurs pour tout le monde. Le bon nombre dépend tout simplement de vous. Déjà de votre capacité à analyser les entreprises, de votre tolérance au risque, de votre situation financière, un patrimoine accumulé et votre capacité à épargner, du temps que vous pouvez y consacrer et surtout de votre stratégie d'investissement. Si vous êtes débutant avec peu de temps et un capital modeste, les ETF mêlés à quelques actions peuvent vous offrir une solution simple, efficace et très bien diversifiée. Mais si vous êtes passionné, rigoureux, capable d'identifier des opportunités exceptionnelles grâce, par exemple, à Value Investing Screener, eh bien, un portefeuille concentré peut être déjà plus performant à condition d'assumer la volatilité. Les études qu'on a vues, comme celle de Robert Ekstrom, montrent que la performance varie peu selon le nombre d'actions, mais que la volatilité, elle, explose quand on concentre trop. Souvent, l'efficacité marginale d'une diversification diminue après 15 à 25 lignes. Mais au final, eh bien, l'objectif n'est pas de copier Buffett ni d'appliquer une formule toute faite, c'est de trouver l'équilibre qui vous correspond selon votre profil, vos contraintes et surtout vos ambitions. Si cette vidéo vous a plu, vous a aidé à mieux comprendre la logique derrière la diversification, pensez à vous abonner, à liker ou à la partager à un investisseur qui se pose justement les mêmes questions. C'était Sébastien sur la chaîne Vice et je vous dis à très bientôt pour continuer à parler long terme.